Salut à tous, ici le Fossoyeur et aujourd'hui, infatigable explorateur numérique, j'ai amoureusement déterré pour vous un film d'angoisse. Mais pas n'importe lequel. Shining? Non. Il s'agit d'un film incroyable à bien des niveaux et surtout, à mon sens, trop méconnu du grand public. Shining? Ben non. L'échelle de Jacob. Et pourquoi avoir choisi ce film, me direz-vous? Eh ben pourquoi pas, vous allez bien voir. Je vous en pose des questions, moi. Ouais, mais à quand la chronique sur Shining? L'échelle de Jacob. M'entends-tu, vaste web intergalactique? L'échelle de Jacob. Réalisé par Adrian Lyne et sorti en 1990, le film raconte l'histoire de Jacob Singer, un vétéran de la guerre du Vietnam, rapatrié après une blessure grave et qui essaye, tant bien que mal, de reprendre une vie normale après son retour au bercail. Situation pas franchement évidente puisque Jacob est traumatisé non seulement par ce qu'il a vécu au conflit, mais aussi par la mort de Gabe, l'un de ses fils, survenu quelques années auparavant. Errant dans cette incapacité à faire son deuil, il vit désormais avec la friponne Jezebel et travaille en tant que postier. Sauf que Jacob souffre d'hallucinations assez gratinées. Il a l'impression d'être entouré et poursuivi par des sortes de figures grotesques, difformes et menaçantes, voire parfois carrément démoniques, figures qui font d'ailleurs des orgies assez cheloues, il faut bien le dire. Hey, vise ma corne! Quoi? Jacob va toutefois se rendre compte qu'il n'est pas le seul à souffrir de ces visions horribles, étant donné que ses anciens compagnons de régiment en sont également atteints. Que sont ces apparitions et que signifient-elles? C'est là tout le questionnement d'un Jacob perturbé et génialement interprété par un Tim Robbins à l'occiput sacrément touffu. Autour de ce mystère, le film construit une atmosphère poisseuse et anxiogène, marquée par un crescendo d'apparitions de plus en plus perturbantes. Étrangement, ça me rappelle un peu mes impressions devant Les Bronzés 3. Je me sens sale. Cette ambiance cauchemardesque est soutenue par la musique lancinante de Maurice Jarre, mais aussi par une réalisation sans esbrouffe qui souligne, par son aspect neutre et froid, la plongée progressive dans la paranoïa des personnages. Exacerbée par des jeux de lumière très tranchés et une imagerie ultra symbolique, la menace finit par se tapir partout, la petite fourbe, même dans les moments les plus anodins et prétendument rassurants. Le film ne dessert son étau à aucun moment, et du début à la fin, il montre un respect impressionnant des codes du genre fantastique. Mais monsieur le Fossoyeur, le fantastique, c'est pas le truc avec les licornes, les magiciens et les nains poilus? Eh non. Et ne m'interromps plus jamais, petit bâtard, sinon je saurais vous retrouver, toi et ta famille. Mais en fait ça tombe bien, parce que je vais en profiter pour éclaircir un peu la confusion qui semble souvent être faite entre le fantastique et d'autres genres pourtant très différents, comme la fantasy ou la science-fiction. Donc si tu as du mal à t'y retrouver au milieu de tout ça, fougueux spectateur, ouvre bien tes esgourdes. Le fantastique, ce n'est pas une plongée dans un monde imaginaire, qu'il soit peuplé de créatures mythologiques ou basé sur d'hypothétiques évolutions sociales. Non, le fantastique c'est tout simplement l'irruption de l'étrange dans le quotidien. Ni plus, ni moins. Tu la sens ma grosse définition? Et si vous voulez une illustration parfaite du genre, lisez tout simplement le Horla de Maupassant. Grosso modo, c'est l'histoire d'un homme persuadé d'être la victime d'une entité invisible, et tout au long du récit, il est impossible pour le lecteur de savoir clairement si cette menace est une réalité ou le pur produit de son imagination. Et en plus pas d'excuses, ça se lit super rapidement. Alors hop, futur heureux lecteur. Hop hop hop. Le fantastique c'est donc ça, le brouillage d'une réalité banale qui nous devient subitement étrangère. Et c'est sur ce plan précis que l'échelle de Jacob excelle. Le personnage principal est acculé à la lisière de la folie sans pouvoir comprendre une seule seconde ce qui lui arrive, et le film fait le choix judicieux de lui coller constamment au cul afin d'adopter son point de vue. C'est ainsi que le spectateur se trouve plongé malgré lui dans le même état d'esprit déliquescent. La 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 la, je vais distribuer le courrier. Oh putain! Bon bah je vais plutôt prendre le métro alors. La 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 la, Oh bordel! journée de merde. Au vu de tout ça, il serait tentant de ranger l'échelle de Jacob dans la case série B d'angoisse bien foutue, puis de l'oublier. Mais juste, non. Un bon gros non bien fat. Ce film, c'est bien plus que ça. L'échelle de Jacob a puisé ses étonnantes influences dans des sources très fortes et chargées en personnalité. Bon, avec toute cette fascination pour les déformations corporelles dans un contexte surréel, il est facile de citer des cinéastes comme David Lynch ou Todd Browning, notamment avec des œuvres comme Freaks ou Eraserhead. Mais la source la plus marquante reste celle des peintures de Francis Bacon et toute leur représentation saisissante des tourments humains. Le film leur a donné une mise en mouvement inspirée, mais il y a surtout puisé un traitement très original des figures monstrueuses. Car ces figures, eh bien, ce ne sont pas de simples menaces gratuites, ce sont avant tout des sortes d'âmes en peine qui trimballent chaotiquement leur souffrance sous l'incompréhension apeurée des regards. Et grâce à ces partis pris bien couillus comme il faut, l'échelle de Jacob a acquis, au fil des années, un statut incroyable dans la culture pop, en inspirant à son tour un bon paquet d'autres œuvres. L'influence la plus célèbre que l'on peut identifier se situe bien entendu au niveau de la série vidéoludique Silent Hill, qui a repris à son compte toute l'esthétique glauque du film, mais surtout son approche finalement très humaine des monstres. J'ai de la peine, je suis moche, oh disgrâce, qu'est-ce que je fous là, je claudique tant, mes boobs ne compensent pas le reste, où sont mes cons de bras, mais merde qu'est-ce que je fous encore là, cet endroit me semble tout à fait hostile. Mais là où réside la principale force de l'échelle de Jacob, par-delà cette atmosphère inoubliable, c'est dans ses différents degrés de lecture. Ce film, c'est un superbe exercice de style en horreur psychologique, mais pas que. Et ça, je ne peux pas l'évoquer sans vous parler de la fin. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui ne sont pas masochistes au dernier degré, veuillez sauter à ce moment de la vidéo. Vous n'imaginez pas tout ce que je peux faire avec mon doigt. Et alors figurez-vous qu'à la fin, il se...
Le fin mot de l'histoire, c'est que Jacob n'est jamais parti du Vietnam, et tout ce qui lui arrive relève en fait du purgatoire, une sorte d'espace mental et spirituel où il se débat avec ses propres démons. C'est là que le film montre avec brio comment il est possible de manipuler nos perceptions en jouant avec les conventions filmiques, puisqu'on finit par comprendre que les scènes d'agonie que l'on avait spontanément identifiées comme des flashbacks du Vietnam se déroulent en fait au présent. Jacob est en train de mourir, et son histoire est celle d'un homme en pleine confusion dont la lutte intérieure va permettre ou non le salut de l'âme. Si Jacob a reçu une blessure fatale, c'est parce que son régiment a été drogué à son insu avec une substance nommée l'échelle, censée les transformer en barbares affamés de viscères fumants. Sauf que le régiment en question a fini par vriller un peu trop et s'entretuer à grand renfort de moulinets hargneux des bras, et le coup reçu par Jacob était en fait porté par l'un de ses propres camarades. Joli retournement de perspective donc, qui rend l'absurdité de la situation encore plus poignante. En plus d'être un sacré tour de force narratif, le film prend alors une épaisseur incroyable en ajoutant à son propos une dénonciation des dérives du système, puisqu'il s'inspire de véritables expérimentations que les autorités américaines sont soupçonnées d'avoir effectuées sur leurs propres soldats pendant le conflit vietnamien. Et là où ça devient particulièrement velu, c'est que l'échelle, c'est aussi une allégorie biblique issue du livre de la Genèse qui désigne un passage vers le paradis. Entre la vie et la mort, Jacob est donc la victime d'une échelle, mais aussi à la recherche d'une autre, et son personnage symbolise donc parfaitement le tiraillement moral qui habite tout être humain, entre instinct primal et quête de l'élévation spirituelle. Oh yeah. Non, ça va pas te taper comme ça, j'allais juste dire que... L'échelle de Jacob fonctionne donc à tellement de niveaux que ça en fout le vertige. Ce film, c'est à la fois un drame humain, une charge politique engagée, une réflexion philosophique sur le poids de nos passifs, mais aussi une allégorie spirituelle qui reste totalement universelle dans son propos. Tout ça, les amis, tout ça, oui. Une aspirine ? Et le plus fort, c'est que le film parvient à traiter toutes ces facettes sans se disperser, en gardant jusqu'au bout une fluidité et une cohérence exemplaires. Rien n'y est laissé au hasard, pas même la signification des noms des personnages. Par exemple, Jézabel, la compagne ambiguë de Jacob, tire son nom d'une reine d'Israël qui fut accusée de détourner le roi Akab du véritable Dieu. Et c'est exactement le rôle que s'avère tenir ce personnage tête à claque vis-à-vis de Jacob. Habile film, habile. Bon, ce film c'est une sacrée réussite, je crois que je l'ai suffisamment établi. Et à ce stade, je pense qu'il est intéressant de s'interroger sur le cas de son réalisateur, Adrian Lyne. Le premier réflexe, c'est de se dire que Lyne réussissant à faire l'échelle de Jacob, c'est aussi miraculeux, pour vous donner une idée, que Toto réussissant à faire la musique de... Ta gueule! Avant l'échelle de Jacob, Lyne était surtout perçu Dune. Toto faisant la musique de Dune. Oh putain, je vais me le faire! Lyne était surtout perçu, je disais, comme un faiseur efficace mais sans réelle personnalité artistique, qui avait à son actif quelques cartons gentillets comme Flashdance, 9 semaines et demie ou encore Liaison fatale. Miam miam. Ou pas. Et soudain, l'échelle de Jacob. L'échelle de putain de Jacob, holy shit. Le truc a des années-lumière de son registre habituel. En tant que réalisateur d'une œuvre aussi profonde, Adrian Lyne a littéralement surgi de nulle part. Vu de l'extérieur, ça devait à peu près donner quelque chose comme ça. Bon, je l'ai tourné votre truc là. Voilà. Y avait un mec là, non? Donc l'échelle de Jacob, c'est quoi au juste pour Adrian Lyne? Une anomalie ou un juste retour des choses pour un créateur sous-estimé? Eh bien, la première chose à préciser, c'est que ce film, comme tout autre métrage, n'est bien sûr pas le seul fait de son réalisateur. Il doit aussi beaucoup à toute l'équipe qui a travaillé dessus, et plus particulièrement à Bruce Joel Rubin, son scénariste, qui a sué sang et eau pendant plus de 10 ans avant de voir son script porté à l'écran. On a souvent tendance à l'oublier, mais le cinéma, c'est avant tout un travail d'équipe. Et cet oubli, on le doit en partie à ce que l'on a appelé la politique des auteurs, un courant de la critique cinéma qui a émergé au milieu des années 50 sous l'impulsion des cahiers du cinéma et plus précisément de François Truffaut. Pour résumer, il s'agit de l'idée selon laquelle le réalisateur est le seul véritable auteur de son film. Il faudra donc analyser une œuvre avant tout dans le contexte de la filmographie de son metteur en scène et pas uniquement dans le contexte de son genre. Bon, c'est une idée qui nous semble aujourd'hui assez évidente, mais à l'époque, c'était relativement inédit. Et depuis, la figure du réalisateur en tant qu'auteur unique a tellement été mise en avant que les autres talents créatifs bossant sur un film ont souvent été relégués au rang de faire-valoir. Ce qui est, bien entendu, injustement réducteur. Mais l'autre chose que l'échelle de Jacob nous montre, c'est à quel point nos repères qualitatifs sont parfois biaisés. Tout indiquait qu'Adrian Lyne livrerait un film moyen et oubliable, mais ça n'a pourtant pas été le cas, puisque le bourg a poutré sévère. Bim dans vos dents, bitches! Il est évidemment facile de catégoriser un réalisateur à travers ce que l'on connaît déjà de lui, les préjugés sont inévitables, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a parfois un fossé entre le talent que l'on perçoit et le talent réel. Nombreux sont les créateurs dignes d'intérêt qui n'ont pas forcément eu l'occasion de donner pleine mesure à leur vision, et il est donc important d'être prêt à se laisser surprendre pour permettre au talent de s'exprimer. Bon, Lyne n'a pas tout à fait transformé l'essai, puisqu'il n'a pas continué à explorer cette voie dans la suite de sa filmographie. Mais ça n'empêche pas l'échelle de Jacob de continuer à incarner, à mon sens, l'une des plus belles choses au cinéma, la naissance de putains de miracles improbables.
À une époque où la plupart des productions d'angoisse misent de plus en plus sur le bourrin et le frontal, il est donc bon de se repencher sur certains modèles de construction d'atmosphère. Alors en plus, quand ils atteignent une virtuosité comme celle de l'échelle de Jacob, c'est le pompon. Et pas n'importe quel pompon. Ce pompon. Mais par-delà les sueurs froides, l'échelle de Jacob nous parle finalement de la recherche de l'apaisement et de ce qu'on est prêt à faire pour l'atteindre. Ce n'est pas pour rien qu'une fois arrivé au générique de fin, le sentiment qui nous reste, plus que l'angoisse, est une sorte de mélancolie cotonneuse. L'échelle de Jacob, c'est une œuvre très humaine qui cache sa complexité sous les apparences trompeuses d'un simple film d'exploitation, et c'est peut-être ça la marque des grands films. Savoir respecter les codes tout en s'en échappant pour devenir, au final, complètement autre chose. Plus qu'une œuvre importante du cinéma fantastique, l'échelle de Jacob reste donc, au final, une œuvre importante, tout court. Donc, voyez-le, ce film, c'est la vie. Ouais, mais bon, ça Si tu me vaut... reparles encore une fois de Shining, je te fais du mal. Mais j'allais parler de Shining, Tatum. Tu vas tellement décéder. Ça va pas, j'allais juste dire que...